voudrais commencer cet exposé sur la question de la jalousie, la thématique de la jalousie, par une sorte de justification de ce thème. On peut en effet se demander pour quelles raisons, au fond, il peut être intéressant de réfléchir sur un sentiment comme la jalousie, qui peut être considéré comme un sentiment parmi d'autres, n'ayant pas de privilège particulier. Je crois qu'en vérité, il y a de très bonnes raisons pour s'interroger sur ce sentiment ou cette passion, comme disent les philosophes, qu'est la jalousie. D'abord par son universalité. Il est tout à fait frappant de constater que pour la plupart d'entre nous, nous avons à un moment ou à un autre dans notre vie, ou nous serons à un moment donné dans notre vie, confrontés à ce sentiment de la jalousie. Elle se présente sans aucun doute comme un sentiment universel, par conséquent. Et il est d'ailleurs tout à fait remarquable que les textes les plus anciens témoignent de l'existence de ce sentiment de la jalousie. Quand je parle des textes les plus anciens, je fais allusion par exemple à la Bible, mais aussi à la mythologie grecque, par exemple, aux grandes tragédies grecques, où on voit que la jalousie est une sorte de figure dramatique qui revient constamment, qui est récurrente. C'est le cas déjà dans la Genèse, par exemple. La jalousie, tout le monde connaît au moins l'épisode de la jalousie de Caïn vis-à-vis d'Abel, qui d'ailleurs débouche sur un meurtre, ce qui n'est pas rien, n'est-ce pas ? Et dans l'Ancien Testament, Yahvé lui-même se présente comme un Dieu jaloux. Hein. Dans le Deutéronome, il est écrit « Car moi, Yahvé ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. » Le premier meurtre rapporté par la Bible, je viens d'y faire allusion, c'est-à-dire celui de Caïn qui tue son frère Abel, est un meurtre qui est perpétré sous le coup de la jalousie. Il est tout à fait remarquable que, d'une façon générale, la jalousie marque les relations entre Dieu et les hommes, ou entre les dieux et les hommes, dans le cas du polythéisme grec par exemple. La Grèce archaïque en est effectivement l'illustration. La mythologie grecque, je ne vais pas évidemment énumérer tous les exemples, ils sont trop nombreux, mais la mythologie grecque donne de très nombreux exemples de dieux qui sont ou bien jaloux les uns des autres, les dieux sont jaloux les uns des autres, ou éventuellement, ce qui est le cas le plus fréquent probablement, les dieux sont jaloux des hommes. Et en particulier, vous savez, la raison essentielle, c'est que les dieux grecs ne supportent pas que les hommes sortent de leur rôle, c'est-à-dire de leur condition, de mortels, et des comportements qui les élèvent au-dessus de leurs conditions. C'est-à-dire que les hommes soient sujets à ce que les Grecs appelaient l'hubris, c'est-à-dire la démesure, qui les poussait à commettre toutes sortes d'actes, quelquefois d'ailleurs héroïques, mais dont finalement il est tout à fait remarquable de constater que les dieux pouvaient prendre ombrage. Voilà, donc je ne vais pas développer davantage ces exemples. Disons qu'elle est admise, cette jalousie divine, car c'est quelque chose qui peut nous frapper, nous, car nous connaissons, si tout du moins nous sommes chrétiens, l'idée plutôt un Dieu d'amour, n'est-ce pas, un Dieu de charité, et non pas un Dieu qui pourrait être jaloux des hommes. Or, cette jalousie divine semble avoir été admise par l'ensemble du monde grec. Le dramaturge Échille, par exemple, la considère comme, je cite un passage de sa pièce Agamemnon, il dit que la jalousie est une doctrine vénérable énoncée depuis longtemps. Échille dit que c'est une doctrine vénérable énoncée depuis longtemps. Depuis longtemps, à l'époque d'Échille, vous voyez que ça remonte en effet très loin. Alors, à partir de ce premier constat, qui est pour moi donc une première justification de l'intérêt qu'il y a à parler de la jalousie, c'est-à-dire le caractère universel de cette passion, la deuxième justification serait la suivante, c'est l'intérêt qu'il y a à réfléchir sur un sentiment qui implique effectivement la relation à l'autre, qui implique la relation entre les hommes, ce que les philosophes dans leur jargon appellent l'intersubjectivité, c'est-à-dire la relation entre les sujets, la relation entre les consciences, entre les subjectivités. Car il se pourrait, c'est en tout cas l'hypothèse que je propose, il se pourrait bien que réfléchir sur la jalousie nous permette de mieux comprendre justement ce qui est l'enjeu de la relation entre les êtres humains, entre les hommes, entre les consciences. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la jalousie est peut-être ce que j'appellerais une sorte de loupe. Il y a un effet de loupe de la jalousie, c'est un phénomène de miroir grossissant. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, tout à l'heure, dans les minutes qui suivent, pourquoi en effet la jalousie constitue une sorte d'amplification de la relation normale que nous pouvons avoir par ailleurs les uns avec les autres. Ceci étant, est-ce que, à partir du constat de cette universalité de la jalousie, est-ce que pour autant nous sommes capables de définir très précisément la jalousie ? Là, nous sommes amenés à faire un constat tout à fait curieux, c'est que c'est un sentiment difficile à définir. Pourquoi ? Parce qu'il est très proche
d'autres sentiments ou d'autres passions, hein, comme par exemple l'envie. Donc je voudrais proposer de manière préalable cette définition. Je dirais qu'elle désigne donc un état affectif, une émotion, une passion, un état affectif caractérisé par le désir de posséder exclusivement un objet, et j'insiste sur ce verbe posséder, j'y reviendrai tout à l'heure, n'est-ce pas? L'idée de possession est très importante dans le cas de la jalousie, c'est moins qu'on puisse dire, et nous verrons d'ailleurs que cette idée de possession s'applique non seulement à un objet, mais peut aussi s'appliquer à un autre individu, bien entendu, n'est-ce pas? Dans le cas, par exemple, de la jalousie amoureuse, mais je vais y revenir. Donc désir de posséder exclusivement un objet, et la crainte d'en être dépossédé, hein, par un individu qui, à ce moment-là, prend la figure du rival, hein, d'être dépossédé par un rival. J'ajouterais d'ailleurs réel ou imaginaire, car le caractère imaginaire de la jalousie est aussi quelque chose d'important. Donc je répète, si vous voulez, cette définition, pour que vous puissiez éventuellement la prendre en note. C'est donc un état affectif caractérisé par le désir de posséder exclusivement un objet. Là aussi, l'idée d'exclusivité, évidemment, est très importante. Si je suis jaloux, c'est qu'en fait, je n'ai pas envie de partager, hein, par définition. Donc, exclusivement un objet, et la crainte d'en être dépossédé par un rival, réel ou imaginaire, encore une fois. Il est vrai que si la jalousie peut avoir un caractère relativement général et porter sur toutes sortes de biens ou d'objets, il n'en reste pas moins qu'elle se rencontre essentiellement, comme chacun le sait bien, dans la relation amoureuse, hein, dans la relation affective, entre les individus, où là, elle manifeste, cette jalousie, un sentiment d'attachement possessif, hein, je dois décidément bien insister sur ce caractère, accompagné de méfiance, accompagné de doute, de soupçon, quant à la sincérité ou, je dirais, tout simplement la fidélité, n'est-ce pas, du partenaire. Tout le monde sait que le cas de figure privilégié de la jalousie, c'est lorsque, dans un couple, l'un soupçonne, disons, l'autre d'infidélité, de façon justifiée ou non, d'ailleurs. Autrement dit, et c'est un point que je voudrais malgré tout relever, vous voyez que la jalousie présente au moins, cet intérêt, ou cet avantage peut-être même, n'est-ce pas, qu'elle implique un intérêt, justement, important porté à autrui. Ce qui renvoie à la justification que j'évoquais tout à l'heure. Être jaloux implique d'emblée l'intérêt porté à autrui. Certes, cet intérêt peut devenir pathologique, bien sûr. D'autre part, ce qui apparaît ici, c'est la relation, c'est le caractère même indissociable de la relation entre l'amour et la jalousie. C'est aussi une question, évidemment, que nous pouvons nous poser. Est-il possible d'être amoureux ou d'aimer quelqu'un sans pour autant, de façon presque mécanique, j'allais dire, être exposé au sentiment de la jalousie? Autrement dit, est-ce qu'on peut aimer sans être jaloux? Bon. D'ailleurs, la question se renverse. Hein. On peut aussi poser la question de savoir si la jalousie implique nécessairement le fait qu'on aime. Est-ce que la jalousie est une preuve d'amour, pour le dire autrement? Parce qu'après tout, ce sont des points que l'on peut discuter. Ces deux dimensions, en tout cas fondamentales de la jalousie, permettent d'en préciser le sens. Alors, si la jalousie, comme je viens de le dire, présente sa forme essentielle dans la relation amoureuse, si la jalousie est surtout présente dans la relation amoureuse, pas de façon exclusive, en effet, n'est-ce pas? Par exemple, on peut être jaloux d'un ami, on peut être jaloux d'un collègue de travail, on peut être jaloux du fait que quelqu'un a réussi quelque chose où moi j'ai échoué, enfin ainsi de suite. Donc, il y a d'autres cas de figure possibles, bien sûr. Hein. Mais enfin, il est vrai que c'est quand même dans ce contexte-là que la jalousie est le plus souvent présente. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est dans la relation amoureuse que la jalousie se présente le plus souvent? Eh bien, je crois que c'est tout simplement parce que l'amour, c'est ce désir qui porte deux êtres l'un vers l'autre et par lequel ils se reconnaissent mutuellement, n'est-ce pas? C'est-à-dire par lequel chacun accorde à l'autre une sorte, ce qu'on appelle une reconnaissance, c'est-à-dire une sorte de consécration, une confirmation de son être. Aimer quelqu'un, c'est considérer que l'autre est, pour moi, à mes yeux, ce qu'il y a de plus important, évidemment, n'est-ce pas? Et c'est ce qui me confirme dans mon existence, parce que c'est l'amour que l'autre me porte, évidemment, qui me fait passer de l'inutilité ou du sentiment de l'inutilité de mon existence au sentiment qu'au contraire, cette existence est nécessaire, puisque précisément elle est nécessaire à cet autre qui me gratifie de son amour. Autrement dit, aimer, c'est vouloir être aimé en retour. Désirer l'autre, c'est désirer que l'autre me désire. Hein, vous voyez, il y a là une sorte de structure en chiasme, une sorte de réciprocité. Et c'est la raison, évidemment, pour laquelle la jalousie peut
j'allais dire, s'insérer ou s'immiscer dans cette relation amoureuse, parce qu'on voit bien que dès que nous réfléchissons sur le sens de ce sentiment qu'est l'amour, nous voyons que, j'allais dire, il implique presque mécaniquement le risque, au moins potentiel, de la jalousie. Parce que l'autre prenant une importance considérable à mes yeux, l'autre constituant une sorte d'absolu pour moi, n'est-ce pas, il est évident que j'y tiens, comme on dit en français, comme à la prunelle de mes yeux, et qu'évidemment, je ne peux pas supporter, même simplement l'idée, que cet autre, qui compte tellement pour moi, puisse m'échapper, puisse être perdu pour moi, ou puisse m'être, j'allais dire, confisqué ou dérobé par quelqu'un d'autre qui pourrait s'y intéresser, et ainsi de suite. De même qu'évidemment, je ne peux pas davantage supporter l'idée que cet autre me trahisse, me trompe, comme on dit, etc., et fasse preuve d'infidélité à mon égard. C'est d'ailleurs la raison, si vous voulez, pour laquelle il est difficile de se prononcer sur une autre question que nous pouvons nous poser à propos de la jalousie, qui est le problème du caractère normal ou pathologique de la jalousie. C'est aussi quelque chose dont on a beaucoup discuté, n'est-ce pas? Les auteurs ont beaucoup discuté sur la question de savoir si, après tout, ce sentiment qu'est la jalousie est normal ou pas, n'est-ce pas? Ou est-ce que c'est quelque chose d'anormal, de pathologique? Alors là encore, je dirais que de toute façon, c'est une question de degré. Beaucoup d'auteurs, et pas les moindres, je pense par exemple à Freud, le fondateur de la psychanalyse, dont on peut considérer a priori qu'il s'y connaissait en quelque sorte, n'est-ce pas, en psychologie humaine, et dans le domaine des passions. Freud, par exemple, considère que la jalousie est normale. Bon, simplement, j'allais dire, dans une certaine limite, n'est-ce pas? Et évidemment, il y a des jalousies qui sont excessives, qui sont pathologiques, et qui sont même d'ailleurs tellement excessives et pathologiques que du coup, elles peuvent entraîner ou engendrer, tout le monde le sait bien, n'est-ce pas, des conséquences absolument catastrophiques qui peuvent aller, par exemple, jusqu'au meurtre. C'est le thème de ce qu'on appelle le crime passionnel, que les magistrats, n'est-ce pas, avec les tribunaux connaissent bien, parce qu'ils ont à en traiter ou à en délibérer, si j'ose dire, régulièrement, n'est-ce pas. Quelqu'un tue quelqu'un d'autre, ou bien parce que ce quelqu'un d'autre est le rival, ou bien parce que ce quelqu'un d'autre est celui qui a trahi, qui m'a trompé, etc. Donc ça peut aller très loin. Donc là, évidemment, dans ce cas-là, on est dans une structure pathologique, parce que même si on peut comprendre qu'on en veuille à quelqu'un de son infidélité, de là à le tuer, ou de là à tuer le rival potentiel, n'est-ce pas, il y a tout de même une marge, n'est-ce pas. Donc là, évidemment, on est dans une structure pathologique, quasiment psychotique dans certains cas, et d'ailleurs, les psychanalystes, je ne vais pas trop insister, mais les psychanalystes parfois font une relation entre la jalousie dans son caractère donc excessif et ce qu'on appelle par exemple un délire de persécution, ou en termes plus techniques, psychose paranoïaque par exemple, c'est pas, qui consiste à croire que l'autre me trompe systématiquement, ou que le monde entier d'une certaine façon est en train d'ourdir, comme on dit, un complot contre moi, n'est-ce pas, l'individu qui se sent persécuté. C'est une structure qu'on trouve très souvent chez les jaloux excessifs, pathologiques, n'est-ce pas, et là on a affaire vraiment à une sorte de maladie, en quelque sorte psychologique. Donc ça n'est pas très simple, il faut bien le reconnaître, d'évaluer le caractère normal ou pathologique. Il faut se référer à chaque situation particulière. En tout cas, une chose est sûre, et tous les auteurs ou à peu près s'accordent là-dessus, elle est constitutive du sentiment amoureux, n'est-ce pas? Autrement dit, elle est accessible à tout à chacun, et c'est pourquoi je commençais tout à l'heure en disant qu'il est difficile de dire que nous n'avons, que j'ai ou que vous n'aurez jamais dans votre vie une seule fois éprouvé ce sentiment. Pour une raison d'ailleurs très simple, alors là encore une petite remarque psychanalytique si vous voulez, mais très simple, si la jalousie est universelle, c'est parce que, tout du moins c'est l'hypothèse que fait la psychanalyse freudienne, c'est tout simplement parce que nous l'avons tous vécu pendant notre enfance, quand nous étions des petits-enfants. Et en particulier dans cette structure qui est absolument connue de tous, même quand on n'a pas lu les œuvres complètes de Freud, n'est-ce pas, qui est le fameux complexe d'Oedipe, que tout le monde connaît, et qui est donc cette attirance, si vous voulez, de l'enfant à l'égard des parents, et en particulier cette attirance croisée, n'est-ce pas, du petit garçon vers la mère ou de la petite fille vers le père, qui constitue en gros cette configuration psychologique que Freud appelle le complexe d'Oedipe, que nous aurions tous connu pendant notre enfance, et qui du coup nous a marqués psychologiquement et nous marque jusqu'à la fin de notre vie, et d'ailleurs conditionne nos choix amoureux ultérieurs lorsque nous sommes évidemment beaucoup plus grands, lorsque nous sommes des adultes. Que se passe-t-il? Eh bien, il se passe une chose très simple pour le petit enfant, c'est que, indépendamment de cette attirance que j'évoquais à l'instant, il y a aussi et surtout
une crainte ou une angoisse même quelquefois de l'abandon, le risque de la perte et de l'abandon. Nous sommes sans doute marqués à vie par cette angoisse première, originaire, qui est celle du petit enfant, qui est de perdre la relation, de perdre l'amour des parents, et en particulier de la mère, ou d'être abandonné, n'est-ce pas, ou simplement même de la voir disparaître. Freud, notamment, fait l'analyse, à un moment donné, de ce qu'on appelle le jeu de la bobine, n'est-ce pas, où il prend l'exemple d'un petit garçon, c'est un de ses amis qui lui a rapporté cette observation, qui s'amuse à faire disparaître une petite bobine de fil sous le lit, puis à la faire, en tirant sur le fil, à la faire à nouveau réapparaître. Et c'est ce qu'on appelle le jeu du fort da, parce qu'en allemand, fort veut dire loin et da veut dire ici, n'est-ce pas? Et donc il passe son temps à faire apparaître et disparaître cette bobine. Et Freud analyse cet exemple en disant que c'est probablement une façon pour ce petit enfant d'exorciser son angoisse lorsque sa mère, justement, le quitte le soir ou lorsqu'elle sort de la chambre, de façon à ce qu'il ne craigne pas qu'elle disparaisse à jamais. Donc la bobine, d'une certaine façon, est ici la métaphore de la mère, n'est-ce pas, qui disparaît mais qui en même temps revient et qu'on peut faire revenir justement à volonté. C'est un petit exemple qui montre bien, voyez-vous, la crainte et l'angoisse, la peur qui est celle de l'enfant, et que, par hypothèse, nous avons tous connue. Alors, c'est la raison pour laquelle donc nous sommes tous par la suite exposés à éprouver à nouveau ce sentiment de jalousie. Il y aurait une espèce de, j'allais dire, une sorte de cicatrice psychique, si vous voulez, en nous, qui ne se refermerait jamais tout à fait, et qui fait que, même quand nous sommes beaucoup plus grands, évidemment, adultes, dans le cadre en particulier de cette relation amoureuse que j'évoquais tout à l'heure, qui est une sorte de réactivation du premier attachement à la mère, eh bien, nous retrouvons, peut-être parfois inconsciemment d'ailleurs, ce sentiment, cette peur, cette crainte, cette angoisse, n'est-ce pas, de perte ou d'abandon. Nous avons peur que l'autre nous abandonne, comme nous avons probablement eu peur, quand nous étions tout petits, de perdre la mère, de façon éventuellement inconsciente. Donc, est-ce que, du coup, l'amour implique nécessairement la jalousie? Être jaloux, est-ce nécessairement aimer? Pour le sens commun, c'est-à-dire pour la plupart des gens, pour l'homme de la rue, comme on dit, la réponse est oui. Il y a une sorte d'évidence du sens commun qui est que l'amour implique le risque de la jalousie. C'est pas une sorte de dimension minimale, j'allais dire, de jalousie, si on peut s'exprimer ainsi, n'est-ce pas, semble constitutive de l'amour. La jalousie, d'ailleurs, est quelquefois interprétée comme une preuve d'affection ou d'amour, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à la limite, certaines personnes qui éprouvent un sentiment de jalousie s'en défendent, ou j'allais dire se justifient, n'est-ce pas, en disant, mais après tout, si j'éprouve de la jalousie, c'est bien la preuve que quoi? Que je tiens à l'autre. Sinon, au fond, je serais totalement indifférent et ça me serait totalement égal qu'il ou qu'elle me trompe, etc. Donc la jalousie est quelquefois valorisée de cette façon. Et je fais d'ailleurs une parenthèse ici pour dire qu'il y a là une différence essentielle entre la jalousie et l'envie. L'envie est en général un sentiment dont nous ne sommes pas fiers. Nous ne sommes pas fiers d'être envieux. Et c'est d'ailleurs un sentiment que les parents, par exemple, essaient de dissiper, n'est-ce pas, chez leurs enfants. On explique qu'il ne faut pas envier les autres. Alors que la jalousie peut éventuellement, parfois, être considérée comme cette preuve de l'intérêt, de l'attachement, en quelque sorte, apporté à l'autre, et qui d'ailleurs se retrouve dans l'étymologie du mot jalousie, n'est-ce pas, qui vient d'un mot latin qui veut dire justement cet intérêt porté à l'autre. Ce qui est d'ailleurs une façon de réhabiliter peut-être parfois la jalousie, en disant après tout la jalousie, c'est pas beau, mais finalement c'est quand même mieux que rien. C'est finalement mieux que l'indifférence. Parce que la jalousie, c'est encore une manière de s'intéresser à l'autre. C'est encore une manière de reconnaître l'importance extraordinaire que l'autre a à mes yeux. Et que c'est justement parce que je tiens à ce point-là à l'autre, parce qu'il est pour moi une sorte d'absolu, que je ne peux même pas imaginer le fait de le perdre. Autrement dit, si l'existence de l'être aimé m'importe plus que tout au monde, comment accepterais-je de le perdre? Ou même envisager la possibilité qu'il se détourne de moi au profit d'un autre. Le problème, n'est-ce pas, c'est que, et j'ai insisté beaucoup là-dessus tout à l'heure, cette idée de possessivité. Il ne fait aucun doute que la jalousie implique l'idée que le fait d'aimer quelqu'un me donne des droits sur ce quelqu'un, sur cette personne. Et que parmi ces droits, et évidemment ça c'est quelque chose qui pose problème, parmi ces droits il y a le fait que tout se passe comme si l'autre m'appartenait, comme si par conséquent l'autre n'était plus tout à fait libre de ses faits et gestes, de ses mouvements, de ses choix, de ses décisions, et que par conséquent
l'amour que l'autre m'accorde implique qu'il accepte d'être dans une relation de dépendance avec moi, telle qu'il ne peut plus tout à fait faire ce qu'il veut. Autrement dit, ce sentiment de possessivité, je crois que c'est vraiment le problème fondamental de la jalousie. Et c'est ce qui rend la jalousie évidemment invivable, et c'est peut-être aussi d'ailleurs ce qui rend si difficile même simplement ce sentiment d'amour que je porte à l'autre, que l'autre me porte. Pourquoi? Eh bien parce que, réfléchissons une seconde sur ce qu'implique ce sentiment d'amour. J'ai dit tout à l'heure que aimer quelqu'un, c'est vouloir en être aimé, n'est-ce pas? Il y a évidemment un désir de réciprocité. C'est-à-dire que je veux cesser d'être relatif aux yeux d'autrui pour devenir moi-même une sorte d'absolu. Si j'aime quelqu'un, ce quelqu'un compte pour moi plus que tout au monde, mais du coup, j'en attends la réciproque, c'est-à-dire que je voudrais, en tout cas tel est mon désir, que moi-même, je voudrais moi-même devenir une sorte d'absolu aux yeux de l'autre. Ce qui veut dire que je veux être aimé par l'autre. Mais que signifie être aimé par l'autre? Cet amour, tout le monde sait qu'on ne peut pas aimer sur commande. Tout le monde sait, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer, qu'on ne peut pas contraindre quelqu'un à aimer. Ça n'a aucun sens. Même si vous vous dites « je devrais aimer telle ou telle personne », vous pouvez vous le dire et vous le répéter, ça n'est pas pour cela que vous allez vous mettre à aimer cette personne, évidemment. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, tout le monde connaît la formule, et donc l'amour est un sentiment, par conséquent, absolument libre, qui ne peut nullement être contraint. D'ailleurs, personne ne voudrait, c'est Sartre qui fait cette observation, très juste, n'est-ce pas? Il dit que personne ne voudrait être aimé par quelqu'un qui s'y sentirait obligé, c'est-à-dire sous une espèce de contrainte, n'est-ce pas? Parce que ça serait là, à ses yeux, je ne sais pas, moi, une sorte de devoir moral, enfin, vous pouvez imaginer tout ce que vous voudrez. Je ne voudrais pas de cet amour-là. L'amour que l'autre me porte n'a de sens, de valeur, d'intérêt à mes yeux. Et je dirais que l'amour que l'autre me porte cet amour n'est beau que dans la mesure, justement, où il est gratuit, désintéressé, libre. L'autre m'aime librement. Ceci dit, et c'est là évidemment où je voulais en venir, et notamment le philosophe Jean-Paul Sartre insiste beaucoup sur cet aspect des choses, dans L'être et le néant en particulier, dans son grand livre, c'est-à-dire sur la question qui est fondamentale concernant l'amour. C'est que c'est un sentiment qui n'a de sens que parce qu'il se passe entre des consciences, c'est-à-dire des libertés. Mais du coup, vous ne pouvez pas imaginer le sentiment de l'amour sans présupposer le risque que l'autre qui vous aime par définition librement puisse à tout moment, tout aussi librement, cesser de vous aimer. C'est-à-dire que, autrement dit, tout amour, toute relation amoureuse est hantée en quelque sorte, n'est-ce pas, intérieurement, par cette peur, par cette crainte, par ce risque que vous ne pouvez jamais totalement exclure, que vous ne pourrez jamais totalement évacuer, ce risque que l'autre cesse de m'aimer par une sorte de décret de sa liberté, ou simplement parce qu'il cesse de m'aimer, c'est-à-dire tout simplement parce qu'à un moment donné, pour des raisons d'ailleurs que nous ignorons, cet amour disparaît, cet amour se dissipe, se délite, n'est-ce pas, etc., s'use peut-être, je ne sais pas. Et donc évidemment, si la relation amoureuse est à ce point finalement difficile, et vous savez, il y a là au fond une sorte de lieu commun qui consiste à dire que aimer ou être aimé, c'est la garantie du bonheur, n'est-ce pas? C'est la garantie de la joie, n'est-ce pas, ainsi de suite. Il faut bien dire qu'il y a là une très grande naïveté. On peut tout aussi bien soutenir la thèse inverse, à savoir que je ne cesse d'être inquiet, d'être finalement presque malheureux, dans la mesure même où j'aime quelqu'un et où je suis aimé de quelqu'un. Je ne peux pas développer cette référence, mais il y a une référence extraordinaire sur le plan littéraire, évidemment c'est Proust, le grand romancier Marcel Proust, qui mieux que personne, dans La recherche du temps perdu, et en particulier dans un des volumes absolument magnifiques d'ailleurs, qui s'appelle La prisonnière, Proust a fait une analyse magnifique, n'est-ce pas, de ce sentiment de la jalousie, et en particulier, il a parfaitement montré, n'est-ce pas, que l'amour implique effectivement la jalousie, ou plus exactement que la jalousie implique l'amour, ce qui n'est pas la même chose. Et le personnage qui s'exprime, si vous voulez, dans ce texte, et qu'on appelle donc le narrateur, le personnage qui parle en première personne, explique, n'est-ce pas, ses rapports avec Albertine, une jeune fille qui s'appelle Albertine, et que ce personnage aime
et qu'il aime tellement, et là encore on retrouve cette idée de possessivité, qu'il l'enferme, pour ainsi dire, quasiment, n'est-ce pas, chez lui. En tout cas, il lui réserve une chambre dans son appartement, dans son hôtel particulier, et d'où il ne veut à peu près pas qu'elle sorte, n'est-ce pas, et tout le volume, c'est un gros volume, n'est-ce pas, est plein des analyses, des espèces de réflexions intérieures de ce personnage, le narrateur, sur ces réflexions sur le risque que cette jeune fille lui échappe, n'est-ce pas. Et Proust a établit une équivalence extrêmement intéressante, n'est-ce pas, entre l'amour et la jalousie. C'est-à-dire que Proust considère qu'on ne peut pas aimer sans être jaloux. Et qu'à la limite même, il le faut, parce que quand vous cessez d'être jaloux, dit-il, eh bien alors c'est alors que vous cessez d'aimer. Hein. Il établit une véritable équivalence entre la jalousie et l'amour. Alors, on peut aussi bien établir la thèse inverse. Et si vous voulez, c'est la dernière chose que je voudrais établir peut-être avant de m'interrompre quelques instants, on peut aussi bien soutenir le contraire, à savoir que ça n'est pas aimer véritablement qu'être jaloux. Et oui, nous sommes confrontés ici à une sorte d'alternative entre deux options qui sont contradictoires. Certains considèrent que être jaloux c'est aimer, et aimer c'est nécessairement être jaloux, mais il y a évidemment la thèse exactement inverse qui consiste à dire que quand on est jaloux, c'est qu'on n'aime pas véritablement, ou j'allais dire c'est qu'on n'aime pas bien, n'est-ce pas, c'est que son sentiment d'amour n'est pas, authentique, qu'il n'est pas pur, qu'il n'est pas intègre, mais qu'il est au contraire travaillé intérieurement par une sorte de perversion ou une sorte de pathologie que je voudrais, pour finir ici, essayer de développer. On peut par conséquent soutenir qu'en effet, la jalousie est moins une preuve d'amour, donc elle n'est pas, si vous préférez, une preuve d'amour, mais plutôt une sorte de passion, une sorte de perversion, en quelque sorte, qui va être néfaste à ce sentiment d'amour, à cette relation amoureuse que j'ai avec l'autre, et qui risque du coup de corrompre en quelque sorte cette relation amoureuse. Donc la jalousie ici va faire évidemment beaucoup plus de mal que de bien, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, il faut bien le reconnaître, on pourrait évidemment citer de très nombreux exemples à l'appui de cette thèse, parce qu'il est certain que dans la réalité, nous savons très bien que la jalousie peut détruire la relation que j'ai avec l'autre. La jalousie détruit de très nombreux couples, n'est-ce pas, des gens qui finissent par se séparer à un moment donné, parce que la jalousie de l'un ou de l'autre devient insupportable, par exemple, n'est-ce pas, ou parce qu'elle débouche, je le répète, sur des conduites, des comportements de soupçon, de harcèlement, de suspicion, n'est-ce pas, de surveillance, etc., voire, dans les pires extrémités, je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, des comportements de violence physique, verbale, des agressions, voire même des meurtres, dans le cas du crime passionnel. Donc on voit bien qu'ici, nous avons affaire à quelque chose qui n'est pas normal dans la relation entre les individus, et la jalousie, alors, dans cette dernière hypothèse, ne suppose pas forcément, ne présuppose pas l'amour, mais au contraire, cette jalousie, d'abord, premièrement, peut surgir en l'absence d'amour et d'affection. C'est un point que certains auteurs ont remarqué. Vous pouvez être jaloux de quelqu'un que par ailleurs vous n'aimez pas vraiment. D'ailleurs, entre parenthèses, Proust illustre aussi cette thèse dans certains de ses textes. Deuxièmement, on peut montrer aussi que dans la relation de jalousie, il y a plus, et il y a une très belle formule, plutôt une très belle maxime de La Rochefoucauld sur ce point, c'est la maxime numéro 324, elle est très courte. La Rochefoucauld écrit ceci: il y a dans la jalousie plus d'amour-propre que d'amour. Il y a dans la jalousie plus d'amour-propre que d'amour. Autrement dit, ce dont je souffre dans la jalousie, c'est d'une sorte de, j'allais dire, une sorte de vexation, une sorte d'humiliation, n'est-ce pas? Je me sens blessé intérieurement par l'infidélité ou la trahison, supposée ou réelle, ou imaginaire d'ailleurs, n'est-ce pas, de l'autre. Et donc, vous voyez, dans ces conditions, la jalousie exprimerait davantage non seulement ce désir de possession ou cette possessivité que j'évoquais tout à l'heure, ce qui est déjà en soi un premier problème, mais un amour plutôt, finalement, égoïste qu'un amour altruiste, si tant est que l'on puisse maintenir cette différenciation. C'est-à-dire un amour captatif, comme disent certains psychologues, un amour captatif, un amour possessif, précisément, et possessif d'une manière qui est excessive et pathologique, plutôt que l'amour authentique, vrai, sincère, qui consiste à aimer l'autre, j'allais dire, pour lui-même, et qui consiste à aimer davantage l'autre, bien entendu, que soi-même. Et ne pas aimer l'autre parce que je voudrais en faire ma chose, entre guillemets, qu'à partir de ce moment, évidemment, je pourrais en effet vouloir posséder, comme on possède une chose, ce qui serait évidemment une grave erreur, parce qu'on ne peut jamais posséder l'autre être, parce qu'il n'est précisément pas une chose, mais qu'il est une liberté, et qu'on ne peut pas posséder une liberté. Et on voit bien que dans ce cas-là,
si je ne suis pas capable d'aimer l'autre jusque dans sa liberté, si je ne suis pas capable de faire confiance, de faire crédit en quelque sorte à l'autre, si je ne suis pas capable de reconnaître dans l'amour que l'autre me porte une sorte de gratification narcissique, comme disent les psychanalystes, eh bien alors c'est que mon amour n'est pas un amour désintéressé, porté justement par cette espèce de générosité qu'il faudrait avoir constamment dans ses rapports avec les autres, mais que c'est au contraire un amour qui traduit mon égoïsme, mon égocentrisme, le côté, si vous voulez, très replié sur moi-même, qui fait de moi non pas un être capable d'aimer de façon généreuse l'autre, mais au contraire d'aimer l'autre pour le bénéfice ou le profit que je pourrais moi-même en retenir ou en récupérer. Et vous voyez par conséquent, et je m'arrêterai là-dessus, je crois que nous sommes dans les temps, n'est-ce pas, qu'il faut bien distinguer, ou plutôt la jalousie nous permet de distinguer deux types de relations avec les autres, d'où l'intérêt que j'évoquais en commençant, et en particulier deux manières de se rapporter à l'autre sur le mode de la relation amoureuse. Et donc c'est un sentiment qui permet de bien différencier, de bien discriminer deux options fondamentales dans le rapport à l'autre. Ou bien l'option égoïste ou l'option altruiste, pour aller très vite et prendre évidemment des catégories un peu schématiques et un peu sommaires. Mais il y a tout de même cette idée. Les difficultés de la relation à l'autre peuvent être, si vous voulez, à la fois objectives ou subjectives. On peut, même si c'est un peu schématique, différencier les choses de cette manière. Parmi les facteurs objectifs, il y a évidemment la preuve, par exemple, de l'infidélité du partenaire, n'est-ce pas? Je sais absolument, parce que j'en ai plus que des indices, mais des preuves que l'autre a trahi ma confiance ou des choses de ce genre. Mais je voudrais plutôt insister ici sur un certain nombre de facteurs subjectifs, donc qui se trouvent chez le sujet lui-même, chez l'individu, et qui sont à l'origine de l'émergence de ce sentiment de la jalousie, chez tel ou tel individu, y compris dans ses formes les plus excessives. Parmi les raisons subjectives, donc qui caractérisent le sujet, on trouve quelque chose qui revient très souvent dans les observations et qui est ce que j'appellerais le sentiment d'exclusion. Ce sentiment d'exclusion est une réalité qui a souvent été vécue dans l'enfance. Et là encore, je fais le lien évidemment avec ma remarque psychanalytique de tout à l'heure, car les réactions de jalousie, n'est-ce pas, commencent, comme chacun le sait, très souvent dès l'enfance, au sein de la famille, où chacun se dispute l'amour parental et prétend à l'exclusivité de l'attention maternelle et de l'amour maternel. La psychanalyse estime qu'à l'origine de toute jalousie, en particulier de toute jalousie pathologique, on retrouve cette première blessure à laquelle j'ai fait allusion, ce sentiment éprouvé dans la première enfance d'être spolié de l'amour maternel au profit d'un autre, qui est par exemple généralement le dernier né. On observe très souvent des réactions de jalousie entre frères et sœurs, et en particulier à l'égard du petit dernier, n'est-ce pas, de l'enfant qui vient de naître. Pour une raison très simple, c'est que ce petit dernier, ce petit enfant, on voit bien que il requiert toute l'attention des parents, n'est-ce pas, qui sont véritablement en extase devant lui, et quelquefois ça se fait un petit peu au détriment, il faut bien le dire, des aînés, n'est-ce pas, de ceux qui sont un petit peu plus âgés. Et ceux-ci en éprouvent quelquefois un certain sentiment de dépit, il faut bien le reconnaître. Et je voudrais, pour illustrer ce point, donner un exemple. Une romancière qui s'appelle Catherine Millet a écrit un très beau texte qui s'appelle « Jour de souffrance », et qui est une sorte de journal au quotidien de son sentiment de jalousie, du sentiment de jalousie qu'elle a éprouvé à l'égard de son compagnon dans le couple qu'elle forme avec un homme qui s'appelle Jacques. Et donc elle décrit ces crises de jalousie, il faut bien dire, n'est-ce pas, qui sont extrêmement fortes et extrêmement violentes. Mais ce qui est plus intéressant dans cet exemple, c'est les raisons qu'elle donne à ce sentiment de jalousie qu'elle constate en elle, avec d'ailleurs, il faut bien le dire, un certain désagrément, n'est-ce pas? Elle préférerait réagir autrement. Et l'intérêt, c'est la façon dont elle met elle-même en relation, dans cette espèce d'auto-analyse, dans ce travail d'introspection qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle se demande elle-même pourquoi elle agit ainsi. Et dans ce travail d'introspection, elle met en relation
ce sentiment de jalousie absolument dévastateur, qu'elle explique très bien, dont elle donne de très nombreux exemples, évidemment je ne vais pas m'attarder dessus, et un souvenir d'enfance récurrent, qui est le suivant. Là je me permets de lire le texte. Voici ce qu'elle écrit. C'était un dimanche en famille, c'est-à-dire parce que mes parents, qui ne s'entendaient pas, ne sortaient jamais ensemble, en compagnie ce jour-là de mon père et de mon frère, de ma tante et de mes cousins paternels. Après le pique-nique dans le parc de Saint-Cloud, on avait joué aux boules. On était nombreux, excités par le jeu, et il arriva qu'on passe à mon tour sans que personne s'en aperçût, sauf moi bien sûr, mais qui ne dit rien. La morsure que j'éprouvais d'avoir été écarté du jeu, effacé du champ d'attention des autres, je ne l'ai jamais oubliée, parce que je n'ai jamais cessé de chercher à la réveiller. Ce jour-là, je finis par rappeler ma présence, mais presque à regret, et les excuses et les consolations qu'on me prodigua ne furent pas meilleures que le spasme qui avait étreint ma poitrine quelques minutes auparavant. Vous voyez par conséquent que ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que la jalousie éprouvée beaucoup plus tard, évidemment à l'âge adulte, à l'égard de son compagnon, même étayée sur un certain nombre de preuves, j'allais dire, n'est-ce pas, de cette infidélité, n'a fait que, en tout cas, réactiver douloureusement cette blessure narcissique, comme disent les psychanalystes, qu'elle avait éprouvée pendant l'enfance, et c'est ce sentiment d'exclusion du groupe et de la famille qu'elle décrit dans le texte que j'ai lu à l'instant, qui ne cesse de nourrir, qui ne cessera par la suite, comme elle le dit et le montre, de nourrir les rêveries ou les vagabondages imaginaires de cette héroïne. Le traumatisme éprouvé par cet enfant ne cessera de hanter son imaginaire, et elle considère qu'il y a une relation étroite à établir, n'est-ce pas, entre les deux phénomènes, entre ce qu'elle a vécu quand elle était une petite fille et la manière dont elle vit sa relation de couple beaucoup plus tard. Autrement dit, il est possible d'établir une relation entre le sentiment de jalousie, en particulier dans ses formes excessives et pathologiques, j'insiste sur ce point évidemment, parce que j'allais dire qu'un minimum, n'est-ce pas, de jalousie est probablement quelque chose qu'on peut considérer comme normal, je le répète, dans les relations à l'autre. Mais au-delà de ce minimum, on peut s'interroger sur la signification d'une sorte de délire auquel de temps en temps la jalousie peut donner lieu. La jalousie se manifeste très souvent à l'âge adulte, lorsque le sujet n'a pas été lui-même suffisamment valorisé pendant l'enfance. Et c'est un peu le sens de cet exemple que je viens de citer. La jalousie adulte, très souvent, se présente comme une sorte de symptôme, au sens propre du terme, qui exprime, c'est-à-dire une sorte de survivance du passé dans le présent, et qui exprime une certaine forme de fragilité. Contrairement à ce que peut-être nous pourrions croire, n'est-ce pas, le jaloux, l'être jaloux, au-delà de son côté très revendicateur, possessif, violent et tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas, est en réalité la plupart du temps un être fragile qui témoigne d'une personnalité insuffisamment structurelle, qui n'a pas confiance en lui-même. C'est très souvent un manque de confiance en soi. Et de telle sorte que le ressort psychologique de la jalousie, beaucoup d'études en tout cas vont dans ce sens, ne serait qu'un sentiment de non-valorisation du sujet. Et en particulier dans l'enfance, pendant la première enfance. C'est-à-dire que le jaloux souffrirait d'un sentiment d'infériorité lié à une sorte de déficit d'amour parental. Du fait que, à tort ou à raison, n'est-ce pas, le jaloux a le sentiment de ne pas avoir été suffisamment aimé pendant son enfance, de telle sorte que son existence et sa valeur n'ont pas été posées par les parents. Je crois qu'il faut insister ici, je ne peux pas développer trop longuement ce point, mais je crois qu'il est évident pour tout le monde, et la psychanalyse a beaucoup insisté sur cet aspect des choses, il est essentiel d'avoir été aimé, n'est-ce pas, pendant son enfance par les parents, parce que cet amour-là a constitué une sorte de confirmation, de consécration en quelque sorte de mon être, n'est-ce pas, comme dit Sartre, il faut avoir été porté sur les fonds baptismaux de l'existence par l'amour parental. C'est ce qui effectivement me permet de me poser dans l'être. Et Sartre lui-même, d'ailleurs, qui peut en témoigner, n'est-ce pas, insiste beaucoup sur cette importance de l'amour parental et en particulier de l'amour maternel. Parce qu'il a le sentiment de ne pas avoir été justement valorisé par l'amour parental, le jaloux est très souvent quelqu'un qui se perçoit lui-même comme non-valeur.
Cette valeur que les parents ne m'ont pas conférée quand j'étais un enfant, je ne peux pas davantage me la donner à moi-même plus tard. Et abandonné, le jaloux s'abandonne, en quelque sorte, se persuade lui-même de son insuffisance. Et ce sentiment peut engendrer évidemment une très grande souffrance, un manque de confiance en soi, mais aussi et surtout évidemment un manque de confiance en l'autre, en autrui d'une façon générale. Et là on voit bien évidemment qu'il peut y avoir une liaison très étroite, n'est-ce pas, entre cette tendance, cette espèce de prédisposition à éprouver de la jalousie à l'âge adulte, et le fait que, précisément, quand on était tout petit, n'est-ce pas, on n'a pas été suffisamment valorisé, etc. Parce que vous voyez bien que c'est cet aspect de la confiance que j'évoquais tout à l'heure, à la fin de la première séance, n'est-ce pas, cet aspect de confiance, de crédit accordé à autrui, cet aspect de générosité dans la relation à l'autre, qui peut faire défaut dans certains cas, et qui peut expliquer que l'individu, parce qu'il n'a pas confiance en lui-même, n'a pas non plus confiance dans les autres, parce qu'il a le sentiment, à tort ou à raison, mais en tout cas c'est ce qu'il vit, qu'il n'a pas été valorisé suffisamment, et du coup il ne peut pas se valoriser lui-même. Alors Sartre, le philosophe Jean-Paul Sartre l'a montré sur l'exemple de Gustave Flaubert. Vous savez que Sartre a consacré un très volumineux ouvrage à Gustave Flaubert, n'est-ce pas, qu'il a intitulé, de façon ironique d'ailleurs, L'idiot de la famille, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir à l'instant. Dans ce texte, dans ce très gros ouvrage, n'est-ce pas, il y a 3 volumes parus de 1500 pages chacun à peu près, donc c'est quelque chose d'énorme. Sartre décrit comment toute sa vie, Gustave Flaubert, cet immense écrivain, n'est-ce pas, que tout le monde connaît évidemment, Gustave Flaubert a souffert de ne pas avoir été précisément reconnu par sa famille, moins aimé que son frère aîné, qui fait de brillantes études médicales et qui d'ailleurs prend la succession de son père, qui était lui-même médecin-chef à l'Hôtel-Dieu de Rouen, et comment le petit Gustave a été considéré pendant un certain temps comme l'idiot de la famille, d'où le titre que Sartre a donné à son ouvrage. Et en particulier parce que le petit Gustave, ce qui est quand même savoureux quand on sait quel immense écrivain Gustave Flaubert est devenu, le petit Gustave a énormément de mal avec l'écriture et la lecture pendant de très nombreuses années. Il ne sait lire et écrire, il ne parvient à lire et écrire correctement que très tard. Et entre 7 et 8 ans à peu près, Gustave, le petit Gustave, comme l'appelle affectueusement Sartre dans son livre, n'est-ce pas, entre 7 et 8 ans, Gustave jalouse son frère aîné, Achille, dont il envie le statut d'aînesse, les mérites et les honneurs qui s'y attachent, et l'amour de son père. C'est-à-dire que Gustave est jaloux de son frère aîné, dont il estime que son père, n'est-ce pas, le préfère à lui. Et dans la mesure où Achille, le cas de figure est intéressant, c'est-à-dire le frère aîné va ressembler au père, il va suivre la même carrière, n'est-ce pas, il va marcher sur les traces du père, il va devenir lui-même un brillant médecin, etc. Et du coup, cette espèce de mimétisme entre le frère aîné et le père va, pour ainsi dire, barrer la voie, barrer la route à Gustave, qui ne va pas pouvoir s'identifier lui-même à son père. D'abord parce qu'il lui en veut, de préférer son frère aîné à lui, évidemment, et du coup, Sartre explique très bien que la filiation psychologique de Gustave Flaubert est perturbée, et surtout l'impossibilité pour Gustave de s'identifier à son père, et par conséquent, difficulté dans la construction de sa propre personnalité. Et Sartre note, je le cite, que Gustave a tenté 20 fois cette identification, Gustave a tenté de s'identifier à son père, et nous l'avons montré, il l'a toujours manqué. Il ne pouvait s'identifier à son géniteur parce qu'Achille l'avait déjà fait. Gustave ne pouvait pas s'identifier à son père parce que son frère aîné l'avait déjà fait. Et c'est pourquoi, ajoute Sartre, et je le cite parce que la formule est très belle, Gustave n'a jamais eu la possibilité de se dissoudre en son père, il le porte en lui comme une plaie, n'est-ce pas ? Il porte son père en lui comme une plaie. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont Gustave Flaubert témoigne, non seulement dans ses œuvres, bien sûr, mais aussi et surtout dans sa correspondance. Et je prends cet exemple de Gustave Flaubert ici, n'est-ce pas, parce que Sartre insiste beaucoup sur le fait que les difficultés qui seront celles de Flaubert plus tard, dans sa vie affective, sentimentale, psychologique, dans ses rapports avec les autres, et ces difficultés sont probablement liées à ce déficit, à ce désir inassouvi, aigri, qui ne cessera de le tourmenter. Voici ce que dit Sartre, la propriété ou la jouissance, quand elle se manifeste chez l'autre, renvoie le jaloux à sa non-valorisation. Pas le jaloux en veut à l'autre de réussir là où lui échoue. Il en veut à l'autre d'être valorisé parce que lui n'a pas été valorisé. Les autres sont faits pour posséder, dit Sartre, pas moi.
Mais précisément, ce premier mouvement de l'envie, car là il s'agit davantage d'envie que de jalousie, est suivi d'un second qui tente de fonder un droit sur la non-valorisation. Je ne vais pas développer davantage l'exemple de Gustave Flaubert, simplement Sartre fait remarquer qu'il y a eu une réaction très intéressante chez lui, que l'on rencontre quelquefois, qui est une sorte de réaction par dépit, mais aussi, je dirais, par défi. C'est-à-dire que tout se passe comme si Flaubert, voyant qu'il ne pouvait pas devenir l'équivalent de son père parce que son frère aîné l'avait précédé sur cette voie, choisit une toute autre option. Et Sartre estime que, dans la mesure où il est contraint de subir les événements, il n'est pas actif. Et Sartre dit dans son vocabulaire que Gustave a été constitué en passivité, donc il ne peut pas maîtriser les événements. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Flaubert tentera de dépasser la frustration qui s'ensuit, la frustration réelle, par la voie de l'imaginaire, c'est-à-dire de manière irréelle, c'est-à-dire à travers la création littéraire. Et vous voyez que pour Sartre, l'hypothèse, c'est que si Flaubert est devenu cet immense écrivain que nous connaissons, c'est parce que précisément son enfance se serait caractérisée par les événements que je viens de rapporter, et que cette non-valorisation, il l'aurait pour ainsi dire surmontée, surcompensée, pourrait-on dire peut-être, par ce défi qui est de faire exister dans l'imaginaire ce qui n'a pas pu se constituer pour lui dans la réalité. Ceci dit, et pour tempérer cet optimisme que nous pourrions avoir par rapport à cette issue, il faut tout de même préciser que malgré tout, malgré ce sursaut de dignité, Flaubert, là encore la correspondance en témoigne suffisamment, restera marqué à vie par cette blessure. Et Sartre montre que pour Flaubert, n'est-ce pas, le désir implique l'inassouvissement, n'est-ce pas. Il y a une sorte de pessimisme de Flaubert sur ce point, n'est-ce pas. Le désir, c'est ce qui ne peut pas être satisfait. Et d'ailleurs, Flaubert, même devenu un écrivain célèbre, même reconnu, etc., n'est-ce pas, restera pessimiste, sombre, amer et insatisfait à peu près toute sa vie. La difficulté, n'est-ce pas, qui tient à ce mécanisme d'autodépréciation, qui tient au fait que le jaloux est très souvent quelqu'un qui n'a pas été consacré dans l'existence, c'est pas encore une fois, et confirmé dans cette existence. La difficulté, c'est la suivante, c'est que, si vous voulez, l'infidélité éventuelle du partenaire va en réalité renforcer encore ce sentiment de non-valorisation, ce sentiment de non-valeur. C'est-à-dire que ce que les doutes ou les soupçons vont développer chez le jaloux ne fera que amener le sujet à vivre dans l'humiliation, comme une sorte de négation de lui-même, la trahison d'autrui. Autrement dit, il y a là une sorte de cercle vicieux, voyez-vous. La jalousie se nourrit en quelque sorte d'elle-même. Beaucoup d'auteurs l'ont remarqué, interdisant l'instauration d'une relation pacifique avec les autres. Le soupçon perpétuel qui pèse sur autrui annule toute possibilité de reconnaissance réciproque. La jalousie, c'est quelque chose qui me torture intérieurement. Parce que celui qui me trahit, celui qui me trompe, celui qui me quitte éventuellement, ne disparaît pas pour autant de la surface de la Terre, il ne meurt pas, bien au contraire. Il continue de vivre. Et parfois, d'ailleurs, il continue de vivre pour quelqu'un d'autre. Autrement dit, pour parler familièrement, celui qui part n'est pas perdu pour tout le monde. En sorte que aucun travail du deuil n'est possible ici. Et c'est la raison pour laquelle il est impossible, si vous voulez, même à partir du moment où l'autre a disparu de mon horizon, de me débarrasser complètement de cette jalousie. Et Proust, là encore, qui se livre à une analyse extrêmement fine sur le plan psychologique, n'est-ce pas, de la jalousie, montre que même la mort de l'être aimé ne fait pas disparaître la jalousie. Car je peux très bien continuer, il en donne de très nombreux exemples, je peux continuer à penser à ce que l'autre a été, ce que l'autre a fait éventuellement pendant qu'il était vivant, et cette pensée peut continuer à me torturer alors même que l'autre est mort. Autrement dit, si la jalousie est à ce point impossible à déraciner, c'est parce que elle s'appuie sur un certain nombre de soupçons, un certain nombre une sorte de représentations imaginaires qui ne peuvent connaître aucun démenti dans la réalité. Il y a là un aspect important, si vous voulez, de la jalousie. C'est le fait qu'à partir du moment où elle se situe sur le terrain de l'imaginaire, d'où d'ailleurs, entre parenthèses, le caractère profondément irrationnel de la jalousie. J'ai commencé tout à l'heure en disant que la jalousie est un état affectif
On peut dire que c'est une émotion, on peut dire que c'est une passion, on peut s'exprimer de différentes manières. Le point commun de tout cela, en tout cas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la raison, ici, bien entendu, c'est un sentiment vécu. Et du coup, c'est ce qui rend irréfutable, d'une certaine façon, la jalousie. Tout le monde sait, plus ou moins par expérience, que si vous voulez convaincre quelqu'un que sa jalousie n'est pas fondée, eh bien vous aurez les plus grandes peines du monde à y parvenir, n'est-ce pas? Ce sera même probablement rigoureusement impossible. Pourquoi? Parce que, justement, aucun démenti dans le réel ne pourra venir déraciner les soupçons qui naissent dans l'esprit de l'être jaloux. Précisément parce que ces soupçons sont des projections ou des représentations imaginaires. Si vous voulez, le côté pervers et difficile de la jalousie vient de cela. Le fait que c'est un sentiment qui implique une projection imaginaire, qui peut avoir un côté effectivement délirant, n'est-ce pas, notamment dans le soupçon, dans l'interprétation d'un certain nombre de signes, d'un certain nombre d'indices, qui sont prétendument ceux de l'infidélité d'autrui, par exemple. N'est-ce pas? On dit parfois que la jalousie est un délire herméneutique. Herméneutique est un mot savant qui veut dire l'interprétation, n'est-ce pas? Donc la jalousie est un délire herméneutique, ça signifie que c'est une sorte de délire dans l'interprétation, dans la surinterprétation des faits, des phénomènes. L'être jaloux, c'est quelqu'un qui ne cesse de soupçonner, c'est quelqu'un qui ne croit jamais même ce qu'il voit, d'une certaine façon, n'est-ce pas? Parce qu'il est tellement obsédé, habité intérieurement par son soupçon, que rien ne peut parvenir à déraciner véritablement ce soupçon. Alors, je voudrais peut-être conclure par l'idée que la jalousie nous renseigne en effet et constitue, je le disais en commençant, une sorte de miroir grossissant sur la nature exacte de la relation avec les autres. Et c'est d'ailleurs, encore une fois, son intérêt philosophique ou psychologique, si vous voulez, que de nous renseigner et de nous montrer ce qui est en jeu dans la relation entre les hommes, entre les consciences ou entre les libertés, par exemple, comme dit Sartre. La jalousie me paraît être, à cet égard, l'expression de ce qu'on appelle, de façon un peu peut-être prétentieuse, n'est-ce pas, l'altérité d'autrui. C'est-à-dire le fait que l'autre est autre, par définition, évidemment. C'est pourquoi d'ailleurs on dit que c'est l'autre. Bon. Seulement le problème, c'est que l'intérêt d'une réflexion sur la passion, c'est que dans son excès même, et peut-être que même dans une jalousie dite normale, nous voyons déjà ce mécanisme apparaître, dans son excès même, elle fait ressortir l'incertitude qui caractérise la relation à l'autre, d'une façon générale, en dehors de toute situation constituée de jalousie. En effet, les philosophes sont très nombreux à avoir observé, bien entendu, cette incertitude qui caractérise les relations entre les hommes. Comment puis-je jamais être sûr d'autrui? Comment puis-je jamais être sûr des intentions d'autrui à mon égard? Il y a ce que j'oserais appeler une sorte de lieu commun philosophique, n'est-ce pas, qui consiste à faire observer que, dans la mesure même où l'autre est l'autre, il m'échappe radicalement. Il y a le thème de ce que les philosophes appellent la séparation des consciences. Je ne peux pas savoir ce que pense l'autre. Je ne peux évidemment et je ne pourrai jamais savoir ce qu'il a dans la tête. Je ne peux pas savoir quels sont ses sentiments à mon égard, quelles sont ses intentions à mon égard, quels sont ses projets, etc. Je ne peux pas accéder aux idées, à la conscience, aux représentations, à l'imaginaire d'autrui, etc. Il y a là un fait irréductible. Et vous ne pouvez pas surmonter, en quelque sorte, cette séparation. Vous ne pourrez d'aucune manière surmonter cette distance qui me sépare d'autrui. Et vous pourriez me dire, mais justement, est-ce qu'un sentiment comme l'amour, par exemple, n'est pas quelque chose qui est de nature à surmonter cette séparation? Est-ce que quand j'aime quelqu'un et que j'ai la chance que cet amour soit partagé, donc réciproque, que cet amour donc aille dans les deux sens et que l'autre m'aime également, est-ce que dans ce cas-là, il n'y a pas justement une sorte de relation presque fusionnelle avec l'autre qui fait que, au moins pour un moment, nous supprimons cette distance? Eh bien, je crois que malheureusement, même si c'est quelque chose qui peut être un constat désagréable, il faut honnêtement reconnaître que même dans ce cas-là, la distance avec l'autre n'est pas annulée, et même, pourrait-on dire, elle est peut-être même encore aggravée, précisément parce que l'autre ne m'est pas indifférent, puisque je l'aime et que j'en suis aimé, mais que du coup, cette relation me rend encore plus dépendant de l'autre, et le rend dépendant de moi d'ailleurs, sans que pour autant je puisse davantage, et là aussi Proust a écrit des pages magnifiques, n'est-ce pas, sur ce thème, sans que je puisse davantage entrer dans la conscience d'autrui. Ce n'est pas parce que j'aime quelqu'un ou que je suis aimé de quelqu'un que je le connais,
ça n'est pas parce que je suis aimé de quelqu'un, que j'aime quelqu'un, que je le possède. C'est un leurre total, n'est-ce pas? Il y a une séparation irréductible. Et par conséquent, la difficulté de la jalousie, ou simplement, je dirais, la possibilité de la jalousie, provient probablement de cette impossibilité première, originaire, d'avoir la certitude, d'avoir une certitude quant aux sentiments que l'autre me porte, quant aux intentions de l'autre. Comment puis-je affecter de croire que les pensées d'autrui, que ses sentiments ou ces représentations me sont accessibles? Elles ne me sont pas accessibles. Et par conséquent, je crois que la jalousie ne fait que porter à une sorte de maximum, une sorte de point d'incandescence, ce doute originaire qui caractérise la relation entre les hommes. Le philosophe Merleau-Ponty écrit ceci, n'est-ce pas? Toute relation avec autrui, hein. Nous ne sommes pas seulement ici dans le cas de figure particulier de la jalousie, c'est toute relation avec autrui, si elle est assez profonde, réalise un état d'insécurité. La formule est très belle, réalise un état d'insécurité, puisque le doute dont nous parlons demeure toujours possible. Vous êtes dans une situation constante d'insécurité, c'est d'ailleurs quand vous rencontrez quelqu'un, n'est-ce pas, dans un premier temps, eh bien, vous ne savez pas évidemment à qui vous avez affaire, par définition, vous ne pouvez pas savoir ce qu'est cette personne, ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, quelles sont ses intentions, comment la relation va se dérouler, etc. etc. Et il n'y a aucun moyen de surmonter cette altérité. Autrement dit, le phénomène de la jalousie s'explique, à mon avis, entre autres, par la difficulté de prouver la réalité du sentiment d'amour. Car si nous reprenons cet exemple, malgré tout, si nous reprenons ce cas de figure de l'amour, d'une relation d'amour, n'est-ce pas, constituée entre deux individus. Là encore, nous pourrions nous dire, mais au moins, nous devrions sortir de cette inquiétude, de ce doute, ce sentiment d'insécurité, n'est-ce pas, dont parle Merleau-Ponty, devrait se trouver évacué. Non, parce que même si l'autre m'aime de la manière la plus authentique et la plus sincère, même si l'autre me voue un amour absolu, n'est-ce pas, est-ce que je peux pour autant en être sûr? Comment puis-je en être sûr? Eh bien non, je ne peux pas en être sûr, jamais. Autrement dit, la difficulté de prouver la réalité du sentiment d'amour. Si je demande à autrui de me prouver qu'il m'aime, comment pourrait-il y parvenir? Que je lui demande, c'est évident, n'est-ce pas? Tous les amants, j'allais dire, n'est-ce pas, ne cessent de demander à l'autre ce genre de choses. La difficulté, c'est de répondre à cette demande. Comment pourrait-il y parvenir, n'est-ce pas? En fait, il n'y a pas de preuve d'amour. Il n'y a pas de preuve d'amour. Et quand bien même cela serait, la preuve, dont je ne vois pas ce qu'elle pourrait être d'ailleurs, mais cette preuve à peine administrée, pourrait se voir de nouveau exigée, parce que le temps passe, par exemple, et qu'aucune preuve, aucune attestation n'est définitive ni contestable. Si quelqu'un me prouve qu'il m'aime, je suis peut-être très content sur le coup, sur l'instant présent, mais est-ce que demain, dans 8 jours, dans 6 mois ou dans 1 an, l'affreux doute ne va pas à nouveau surgir à mon esprit? Et donc je vais redemander à nouveau cette preuve d'amour. Et c'est d'ailleurs, je crois, la raison pour laquelle, dans la relation amoureuse, n'est-ce pas, c'est un fait d'expérience commune, les amants, si nous pouvons les appeler ainsi, n'est-ce pas, ne cessent d'exiger l'un de l'autre constamment, incessamment, des nouvelles preuves d'amour, des nouvelles déclarations d'amour, des nouvelles confirmations, etc. Parce que vous voyez que nous n'en avons jamais fini. Aucune preuve n'est définitive, aucune attestation, en quelque sorte, n'est définitive. C'est d'ailleurs parce qu'il y a, en particulier, le temps qui passe, ce qu'on appelle la dispersion temporelle. Donc vous savez que c'est l'ennemi mortel de la relation amoureuse, évidemment. Eh bien, ce temps qui passe, cet écoulement incessant du temps, ne cesse de dissoudre ou risque de dissoudre tout engagement. Et en particulier, cet engagement qui est très souvent constitué par ce qu'on appelle un serment d'amour, ou ce qu'on appelle la déclaration d'amour. Si vous dites à quelqu'un « je t'aime », bon, c'est une déclaration d'amour, évidemment. Et les amants se jurent fidélité à l'aide de ce serment. Et ce serment, d'ailleurs, si l'on réfléchit à l'idée de serment, elle est très intéressante, n'est-ce pas? Le serment engage l'avenir. Quand vous jurez à quelqu'un que vous l'aimez, ou quand vous jurez fidélité, etc., vous voyez que vous allez évidemment au-delà de l'instant présent. Vous vous engagez au-delà de l'instant présent, de la seconde, de la minute où vous faites ce serment, où vous jurez fidélité à l'autre. Autrement dit, la formule « je t'aime »
a pour vocation de faire exister en quelque sorte cet amour au niveau du langage. Hein, c'est une sorte de serment, c'est une sorte d'engagement sur l'avenir. C'est une sorte d'usage du langage, n'est-ce pas, qui relèverait presque de ce que les linguistes appellent le performatif, c'est-à-dire quand vous dites quelque chose pour le faire précisément exister, et quand ce que vous dites existe par la magie même du verbe. Donc le problème, c'est que le jaloux, c'est celui qui ne cesse de réclamer toujours davantage de preuves. C'est celui qui n'est jamais satisfait. C'est celui aux yeux duquel aucune preuve n'est jamais ultimement satisfaisante. Mais vous voyez que si, de ce point de vue, la jalousie existe, c'est